Je m'appelle Sophie, et je n'aurais jamais imaginé que le jour de l'anniversaire de ma belle-mère, Marguerite, marquerait le début d'un cauchemar qui allait bouleverser ma vie. Ce jour-là, mon mari, Pierre, m'a lancé un ultimatum qui a fait voler en éclats tout ce que je croyais savoir sur notre mariage. La journée avait pourtant bien commencé. Je m'étais levée tôt pour préparer un gâteau d'anniversaire pour Marguerite, même si nos relations n'avaient jamais été vraiment chaleureuses. Pierre semblait de bonne humeur, m'aidant même à décorer la salle à manger pour la petite fête que nous avions prévue. « Tu es sûr que tu ne veux pas que j'invite quelques amis de maman ?» m'a-t-il demandé alors que je disposais les couverts sur la table. « Non, je pense que c'est mieux en famille », ai-je répondu, essayant de garder mon calme. L'idée de passer toute une soirée avec les amis snobs de Marguerite me donnait déjà la migraine. Marguerite est arrivée vers 19 h, parée de ses plus beaux bijoux comme à son habitude. Son parfum entêtant a envahi l'appartement dès qu'elle a franchi le seuil. « Joyeux anniversaire, maman », a lancé Pierre en l'embrassant sur les deux joues. « Merci, mon chéri », a-t-elle répondu avant de me jeter un regard froid. « Sophie. » J'ai forcé un sourire. « Bon anniversaire, Marguerite. J'espère que vous aimerez le dîner que j'ai préparé. » Le repas s'est déroulé dans une ambiance étrange. Pierre et Marguerite échangeaient des regards complices qui me mettaient mal à l'aise. J'ai essayé plusieurs fois de lancer la conversation, mais mes tentatives se sont heurtées à des réponses monosyllabiques. C'est au moment du dessert que tout a basculé. Pierre a posé sa fourchette et m'a fixé d'un air grave. « Sophie, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. « Qu'y a-t-il ? » Maman et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est temps que tu fasses preuve de plus de dévouement envers notre famille. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Que veux-tu dire ? » C'est là que Marguerite est intervenue, son ton doucereux me glaçant le sang. « Ma chère, vous savez que j'ai toujours rêvé de vivre dans un appartement comme le vôtre. Vue sur la tour Eiffel, près des Champs-Élysées. C'est un véritable bijou. » J'ai senti la panique monter en moi. « Oui, c'est vrai. Mais c'est notre appartement, à Pierre et moi. » Pierre a secoué la tête. « Non, Sophie. C'est ton appartement. Celui que tu as hérité de tes parents. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé tour à tour Pierre et Marguerite, cherchant une explication dans leurs yeux. Ce que j'y ai vu m'a glacé, de la détermination et une pointe de cruauté que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» ai-je demandé, la voix tremblante. Pierre a pris une profonde inspiration. « Voilà ce qui va se passer, Sophie. Tu vas céder l'appartement à ma mère. Et à partir de maintenant, tu la serviras comme une esclave. Si tu refuses, je demande le divorce. » J'ai cru que j'allais m'évanouir. Les mots de Pierre résonnaient dans ma tête comme un écho infernal. J'ai regardé Marguerite, qui arborait un sourire satisfait. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» ai-je balbutié. « Pas du tout, ma chère », a répondu Marguerite. « Il est temps que vous appreniez votre place dans cette famille. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Pierre, comment peux-tu me faire ça ? Nous sommes mariés depuis 5 ans. » Il a haussé les épaules avec une indifférence qui m'a brisé le cœur. « Les choses changent, Sophie. C'est à prendre ou à laisser. » Je me suis levée brusquement, renversant ma chaise. « Vous êtes fous, tous les deux. Je ne peux pas croire ce que j'entends. » « Réfléchis bien, Sophie, » a dit Pierre d'un ton menaçant. « Tu as jusqu'à demain pour prendre ta décision. L'appartement est ton dévouement total, ou le divorce. » Je suis sortie en trompe de la salle à manger, me réfugiant dans notre chambre. J'ai claqué la porte et me suis effondrée sur le lit, secouée de sanglots. Comment en étions-nous arrivés là ? Que avais-je fait pour mériter un tel traitement ? Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. J'ai alterné entre la colère, le chagrin et l'incrédulité. Je repensais à tous les moments heureux que Pierre et moi avions partagés. Notre rencontre à l'université, notre premier baiser sous la pluie devant le Louvre, sa demande en mariage sur un bateau-mouche. Tout cela n'avait-il été qu'un mensonge ? J'ai passé une nuit blanche, tournant et retournant le problème dans ma tête. Je ne pouvais pas croire que l'homme que j'aimais,
celui qui m'avait juré fidélité et amour éternel, puisse me trahir de la sorte. Et Marguerite. Je savais qu'elle ne m'avait jamais vraiment accepté, mais de là à vouloir me réduire en esclavage et me voler mon bien le plus précieux? Au petit matin, j'étais épuisée mais déterminée. Je ne pouvais pas céder à ce chantage odieux. Cet appartement était tout ce qui me restait de mes parents, décédés dans un accident de voiture quelques années auparavant. C'était mon refuge, mon havre de paix. Je ne pouvais pas l'abandonner, et certainement pas à une femme qui me méprisait ouvertement. Quand Pierre est entré dans la chambre, je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma décision est prise, ai-je dit d'une voix ferme. Il a arqué un sourcil. Je refuse. Je ne céderai pas mon appartement à ta mère, et je ne serai l'esclave de personne. Son visage s'est durci. Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, le cœur lourd mais résolu. Oui. Le divorce. Très bien, a-t-il dit froidement. Tu l'auras voulu. Je contacterai mon avocat aujourd'hui même. Alors qu'il quittait la pièce, j'ai senti un mélange de soulagement et de terreur m'envahir. Je venais de mettre fin à mon mariage, mais j'avais aussi l'impression d'avoir évité le pire. Ce que Pierre et Marguerite ne savaient pas, c'est que leur ultimatum avait éveillé en moi une force que je ne soupçonnais pas. J'étais déterminée à comprendre comment mon mari avait pu changer à ce point, et surtout, à découvrir ce qui se cachait réellement derrière cette demande absurde. Alors que je commençais à rassembler mes affaires, une pensée m'a traversé l'esprit, et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? Qu'est-ce que Pierre et sa mère me cachaient encore? Cette journée d'anniversaire, qui aurait dû être une simple réunion de famille, avait tourné au cauchemar. Mais ce n'était que le début d'une histoire qui allait s'avérer bien plus complexe et sombre que je ne pouvais l'imaginer à ce moment-là. Les jours qui ont suivi l'ultimatum de Pierre ont été un tourbillon d'émotions et de découvertes. J'étais déterminée à comprendre comment mon mari, l'homme que j'aimais depuis des années, avait pu changer si radicalement. Cette quête de vérité m'a conduite sur un chemin que je n'aurais jamais imaginé emprunter. Tout a commencé le lendemain de cette terrible soirée d'anniversaire. Pierre était parti tôt, prétextant un rendez-vous important au bureau. J'ai profité de son absence pour commencer mes investigations discrètes. Mon instinct me disait que quelque chose ne tournait pas rond, et j'étais bien décidée à découvrir quoi. Ma première étape a été de fouiller dans son bureau à la maison. Je me sentais coupable de violer ainsi sa vie privée, mais je me répétais que j'avais le droit de savoir ce qui se passait réellement. Au début, je n'ai rien trouvé d'inhabituel, des factures, des relevés bancaires, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Mais en ouvrant le dernier tiroir de son bureau, j'ai trouvé un petit carnet noir que je n'avais jamais vu auparavant. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le carnet. À l'intérieur, j'ai trouvé une série de notes cryptiques et de numéros qui ne signifiaient rien pour moi à première vue. Cependant, une date m'a sauté aux yeux, elle remontait à 3 mois plus tôt, et à côté était griffonné « Rencontre M, plan en marche ». Mon cœur s'est serré. M ne pouvait être que Marguerite, ma belle-mère. Mais quel plan? Et pourquoi tant de mystère? Déterminée à en savoir plus, j'ai décidé de pousser mes recherches plus loin. J'ai allumé l'ordinateur de Pierre, espérant qu'il n'avait pas changé son mot de passe. Par chance, il utilisait toujours la date de notre mariage. Une vague de tristesse m'a envahi en réalisant que ce souvenir heureux était maintenant teinté d'amertume. Une fois connecté, j'ai commencé à fouiller dans ses emails. Au début, je n'ai rien trouvé d'inhabituel, mais en remontant à quelques mois en arrière, j'ai découvert un dossier caché intitulé « Opération Héritage ». Le cœur battant, j'ai cliqué dessus. Ce que j'ai lu m'a glacé le sang. Des dizaines de mails échangés entre Pierre et Marguerite, datant de plusieurs mois, détaillaient un plan machiavélique pour s'approprier mon appartement et une grande partie de mes biens. Dans l'un des premiers emails, Marguerite écrivait « Mon cher Pierre, j'ai bien réfléchi à notre situation. Sophie ne sera jamais la belle-fille que je désire. Son héritage, en revanche, pourrait nous être très utile. Voici ce que je propose. » Le plan était minutieusement détaillé. Ils avaient prévu de me pousser à bout, de me faire douter de ma santé mentale, pour finalement me forcer à leur céder mes biens sous la menace d'un divorce coûteux et salissant. J'ai continué à lire, les larmes aux yeux et le cœur lourd. Chaque email révélait une nouvelle facette de leur plan tordu.
Ils avaient même envisagé de me faire interner si je résistais trop longtemps à leurs demandes. Un email en particulier m'a fait frémir. « Pierre, n'oublie pas que nous avons beaucoup à perdre si Sophie découvre quoi que ce soit. Assure-toi de bien effacer toutes les traces de nos communications. Si nécessaire, nous pourrons toujours prétendre qu'elle est instable émotionnellement. J'ai déjà parlé à quelques-uns de nos amis qui seront prêts à témoigner en ce sens. Maman, la trahison était totale. Non seulement ils complotaient pour me voler, mais ils étaient prêts à détruire ma réputation et ma santé mentale pour arriver à leur fin. » Alors que je digérais ces informations choquantes, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Pierre était de retour. Dans un état de panique, j'ai rapidement fermé tous les emails et éteint l'ordinateur. J'ai à peine eu le temps de me recomposer qu'il entrait dans le bureau. « Que fais-tu ici » a-t-il demandé, son ton mêlant suspicion et irritation. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de maîtriser le tremblement dans ma voix. Je cherchais juste un stylo. Je vais commencer à faire mes valises. Il m'a regardé un moment, comme s'il essayait de lire en moi. Puis il a hoché la tête. Bien. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Dès qu'il est sorti de la pièce, j'ai laissé échapper un soupir de soulagement. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre de l'autre côté de la porte. Les jours suivants ont été un enfer. Je devais prétendre que tout allait bien, que j'acceptais la situation, tout en sachant ce que Pierre et Marguerite complotaient dans mon dos. Chaque fois que Pierre me parlait, chaque fois que Marguerite passait à l'appartement pour m'aider à faire mes valises, je devais réprimer l'envie de leur crier dessus, de leur dire que je savais tout. Mais je savais que je devais être prudente. Ils avaient plusieurs mois d'avance sur moi, et je ne savais pas jusqu'où ils étaient prêts à aller pour mettre leur plan à exécution. Un soir, alors que je faisais semblant de trier mes affaires dans notre chambre, j'ai entendu Pierre au téléphone dans le salon. Il parlait à voix basse, mais j'ai pu saisir quelques bribes de conversation. « Oui, maman. »« Non, elle ne soupçonne rien. »« Oui, je m'occupe des papiers. »« Ne t'inquiète pas, tout sera réglé bientôt. » Cette conversation m'a conforté dans ma décision de ne rien laisser paraître. Je devais continuer à jouer le jeu, le temps de trouver une solution. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de contacter discrètement un avocat. J'avais besoin de conseils professionnels pour naviguer dans cette situation complexe. J'ai choisi un cabinet réputé, loin de notre quartier pour éviter tout risque d'être vu. Lors de mon rendez-vous avec Maître Dubois, une avocate spécialisée en droit de la famille, j'ai tout déballé. Les emails, le plan, l'ultimatum, tout. Elle m'a écouté attentivement, prenant des notes et hochant la tête de temps en temps. « Madame le maire, a-t-elle dit une fois que j'eus fini mon récit, ce que vous me décrivez là est très grave. Il s'agit clairement d'une tentative de manipulation et d'extorsion. Nous avons de quoi construire un solide dossier contre votre mari et votre belle-mère. » Ces paroles m'ont à la fois soulagée et effrayée. D'un côté, j'étais rassurée de savoir que la loi était de mon côté. De l'autre, l'idée d'entamer une procédure judiciaire contre l'homme que j'avais aimé pendant tant d'années me brisait le cœur. « Que me conseillez-vous de faire ?» ai-je demandé, la gorge serrée. « Pour l'instant, continuez à agir normalement. Ne leur laissez pas savoir que vous êtes au courant de leur plan. Pendant ce temps, nous allons rassembler toutes les preuves possibles. Les emails que vous avez trouvés sont un excellent point de départ, mais nous aurons besoin de plus. » Suivant les conseils de Maître Dubois, j'ai commencé à documenter méticuleusement tout ce qui se passait à la maison. Chaque conversation, chaque geste suspect, tout était noté dans un journal que je gardais soigneusement caché. Un soir, alors que je faisais semblant de dormir, j'ai entendu Pierre au téléphone dans la salle de bain. « Oui, maman, tout se passe comme prévu. » Non, elle n'a rien remarqué. Les papiers seront prêts la semaine prochaine. Oui, je sais que c'est risqué, mais c'est notre seule chance d'avoir cet appartement. Ne t'inquiète pas, je gère la situation. Cette conversation a confirmé mes pires craintes. Non seulement leur plan était toujours en marche, mais ils s'apprêtaient à passer à l'action très bientôt. Le lendemain, j'ai pris une décision risquée mais nécessaire. Profitant d'un moment où Pierre était sous la douche, j'ai rapidement copié tous les emails compromettants sur une clé USB que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. C'était risqué, mais je savais que ces preuves seraient cruciales pour ma défense.
Alors que les jours passaient, je sentais l'étau se resserrer autour de moi. Pierre devenait de plus en plus pressant, me demandant quand je comptais signer les papiers pour céder l'appartement. Marguerite, quant à elle, passait de plus en plus souvent, mesurant déjà les pièces pour ses futurs meubles. Chaque jour était une épreuve. Je devais jouer un rôle, prétendre que j'étais sur le point de céder à leurs demandes, tout en sachant que je préparais ma contre-attaque. La tension était palpable, et je craignais constamment que Pierre ou Marguerite ne découvrent que je savais tout. Mais au milieu de ce cauchemar, une chose était claire, je n'allais pas me laisser faire. J'étais déterminée à lutter, non seulement pour mon appartement, mais aussi pour ma dignité et mon avenir. Ce que Pierre et Marguerite ne savaient pas, c'est que leur plan machiavélique avait éveillé en moi une force et une détermination que je ne me connaissais pas. Alors que je me couchais ce soir-là, écoutant la respiration régulière de Pierre à côté de moi, je savais que la bataille ne faisait que commencer. J'étais prête à tout pour déjouer leur plan et reprendre le contrôle de ma vie. Ce qu'ils avaient pris pour de la faiblesse allait se révéler être ma plus grande force. Armée de la connaissance du complot ourdi contre moi, j'ai décidé qu'il était temps de passer à l'offensive. Je ne pouvais plus me contenter d'être une simple spectatrice de ma propre vie. Il était temps d'élaborer un plan de contre-attaque méticuleux, un plan qui non seulement me permettrait de conserver mon appartement, mais aussi de démasquer Pierre et Marguerite une bonne fois pour toutes. Ma première étape a été de continuer à jouer le jeu. Je devais leur faire croire que j'étais sur le point de céder à leurs demandes. Un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à Pierre, « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Je pense que je suis prête à discuter des modalités de transfert de l'appartement à ta mère. » Le visage de Pierre s'est illuminé d'un sourire que je trouvais maintenant répugnant. « C'est une excellente décision, Sophie. Tu verras, tout se passera bien. » J'ai hoché la tête, feignant la résignation. « Je suppose que oui. Pourrions-nous en discuter ce soir avec ta mère ? » Bien sûr, je vais l'appeler tout de suite pour organiser ça. Pendant qu'il passait son appel, j'ai discrètement envoyé un message à Maître Dubois pour l'informer de la situation et lui demander conseil sur les prochaines étapes à suivre. Le soir venu, Marguerite est arrivée, parée de ses plus beaux atours comme si elle venait déjà prendre possession des lieux. Son parfum entêtant a envahi l'appartement dès qu'elle a franchi le seuil. « Ma chère Sophie » a-t-elle miaulé en m'embrassant sur les joues, « je suis si heureuse que vous ayez enfin vu la raison. » J'ai réprimé un frisson de dégoût et forcé un sourire. « Je pense que c'est le mieux pour tout le monde, n'est-ce pas ?» Pierre a sorti une liasse de documents de sa serviette. « J'ai déjà préparé tous les papiers nécessaires. Il suffit que tu les signes, Sophie, et tout sera réglé. » J'ai pris les documents, feignant de les examiner attentivement. « Je vois. Mais avant de signer quoi que ce soit, j'aimerais les faire vérifier par un avocat. Vous comprenez, c'est une décision importante, je veux m'assurer que tout est en ordre. » J'ai vu un éclair de panique traverser les yeux de Pierre. « Un avocat ? Mais voyons, ce n'est pas nécessaire. Tout est parfaitement légal, je t'assure. » Marguerite est intervenue, sa voix doucereuse cachant mal son irritation. « Ma chère, nous sommes une famille. Faire intervenir des avocats pourrait compliquer les choses inutilement. » J'ai pris un air innocent. « Oh, mais je ne veux rien compliquer. C'est juste une précaution. Après tout, comme vous le dites, nous sommes une famille. Il n'y a rien à craindre, n'est-ce pas ?» Pierre et Marguerite ont échangé un regard nerveux. Finalement, Pierre a acquiescé. « Bien sûr, si ça peut te rassurer. Prends le temps qu'il te faut. » Cette petite victoire m'a donné le courage de poursuivre mon plan. Le lendemain, j'ai rencontré Maître Dubois pour lui montrer les documents. Elle les a examinés attentivement, fronçant les sourcils à plusieurs reprises. « Comme je le craignais » a-t-elle dit en reposant les papiers, « ces documents sont rédigés de manière à vous dépouiller complètement. Non seulement vous céderiez l'appartement, mais vous renonceriez également à une grande partie de vos droits dans le cadre du divorce. » J'ai hoché la tête, pas vraiment surprise. « Que me conseillez-vous de faire maintenant ? Nous allons continuer à rassembler des preuves. En attendant, dites-leur que vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. Cela nous donnera l'occasion de préparer notre contre-attaque. » Suivant ses conseils,
j'ai dit à Pierre que j'avais besoin de quelques jours supplémentaires pour prendre ma décision finale. Il a semblé contrarié, mais n'a pas insisté, probablement de peur d'éveiller mes soupçons. Pendant ce temps, j'ai intensifié mes recherches. J'ai passé des heures à éplucher les relevés bancaires de Pierre, cherchant la moindre transaction suspecte. Et c'est là que j'ai fait une découverte stupéfiante, des sommes importantes étaient régulièrement versées sur un compte offshore au nom d'une société écran. Intrigué, j'ai décidé de creuser davantage. J'ai engagé un détective privé, sur les conseils de Maître Dubois, pour enquêter sur les activités professionnelles de Pierre. Ce que le détective a découvert a dépassé mes pires craintes. Il s'est avéré que Pierre, loin d'être le respectable homme d'affaires qu'il prétendait être, était impliqué dans un vaste réseau de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Les fonds transitant par le compte offshore provenaient de ces activités illégales. Cette découverte a été un choc, mais aussi une opportunité. J'avais maintenant entre les mains des informations qui pouvaient non seulement me protéger, mais aussi faire tomber Pierre et son réseau criminel. Armé de ces nouvelles preuves, j'ai rencontré à nouveau Maître Dubois. Nous avons passé des heures à élaborer une stratégie pour utiliser ces informations à mon avantage. Voici ce que nous allons faire, a expliqué Maître Dubois. Nous allons préparer un dossier complet avec toutes les preuves que nous avons rassemblées, les emails compromettants, les documents frauduleux qu'il voulait vous faire signer, et les preuves des activités illégales de votre mari. Ensuite, nous organiserons une réunion avec Pierre et Marguerite, en présence de leurs avocats. J'ai hoché la tête, sentant un mélange d'appréhension et d'excitation monter en moi. Et que se passera-t-il lors de cette réunion? Nous leur présenterons les preuves que nous avons contre eux. Nous leur ferons comprendre que s'ils persistent dans leur plan, nous n'hésiterons pas à tout révéler aux autorités. Cela devrait suffire à les faire reculer. Le plan était audacieux, mais c'était ma meilleure chance de m'en sortir. Les jours suivants ont été consacrés à la préparation minutieuse de cette confrontation. Chaque document a été soigneusement vérifié, chaque preuve méticuleusement organisée. Pendant ce temps, je devais continuer à jouer la comédie à la maison. Pierre devenait de plus en plus impatient, me pressant de signer les documents. Marguerite passait presque tous les jours, apportant des échantillons de tissu pour les rideaux ou discutant de la disposition des meubles comme si l'appartement lui appartenait déjà. Chaque fois que je les voyais comploter, chaque fois que j'entendais leur chuchotement cesser brusquement à mon approche, je devais réprimer l'envie de tout leur balancer au visage. Mais je savais que je devais tenir bon. Le moment de la confrontation approchait. Finalement, le grand jour est arrivé. J'ai prétexté un rendez-vous chez le notaire pour signer les papiers, et j'ai demandé à Pierre et Marguerite de m'y accompagner. En réalité, nous nous rendions dans les bureaux de Maître Dubois. Lorsque nous sommes arrivés et qu'ils ont réalisé où nous étions, j'ai vu la panique s'installer sur leur visage. « Qu'est-ce que cela signifie » a demandé Pierre, sa voix trahissant sa nervosité. J'ai pris une profonde inspiration. « Cela signifie que le jeu est terminé, Pierre. Je sais tout. » Nous sommes entrés dans la salle de conférence où Maître Dubois nous attendait, accompagné de 2 autres avocats. Pierre et Marguerite se sont assis, visiblement mal à l'aise. Maître Dubois a pris la parole. « Monsieur le maire, Madame le maire, nous vous avons convoqué aujourd'hui pour discuter d'une affaire très grave. Nous avons en notre possession des preuves de votre complot visant à dépouiller Madame Sophie le maire de ses biens, ainsi que des preuves d'activités illégales menées par Monsieur Pierre le maire. » Elle a commencé à présenter les preuves une par une, les emails échangés entre Pierre et Marguerite détaillant leur plan, les documents frauduleux qu'ils voulaient me faire signer, les relevés bancaires montrant les transferts vers le compte offshore. Au fur et à mesure de la présentation, j'ai vu le visage de Pierre se décomposer. Marguerite, quant à elle, est devenue livide. Ce sont des mensonges, a balbutié Pierre. Vous n'avez pas le droit d'accéder à ces informations. Maître Dubois a souri froidement. Au contraire, monsieur le maire. Tout a été obtenu de manière parfaitement légale. Et je peux vous assurer que les autorités seront très intéressées par ces informations si nous décidons de les leur transmettre. C'est à ce moment-là que j'ai pris la parole. Ma voix tremblait légèrement, mais j'étais déterminée. Pierre, Marguerite, je vous laisse le choix. Soit vous abandonnez immédiatement toute prétention sur mon appartement et mes biens, soit nous transmettons ce dossier aux autorités compétentes.
À vous de décider. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pierre et Marguerite se regardaient, paniqués. Finalement, c'est Marguerite qui a craqué la première. « Très bien », a-t-elle crié. « Gardez votre maudit appartement. Nous n'en voulons plus. » Pierre a hoché la tête, vaincu. « Que voulez-vous que nous fassions ?» Maître Dubois a sorti un nouveau document. Voici un accord qui stipule que vous renoncez à toute prétention sur les biens de Madame Sophie Lemaire. De plus, vous acceptez de lui verser une compensation substantielle pour le préjudice moral subi. Si vous signez cet accord, nous nous engageons à ne pas transmettre les informations concernant vos activités illégales aux autorités. Pierre et Marguerite ont signé le document sans même le lire, trop pressés d'en finir. Une fois les signatures apposées, j'ai senti un énorme poids se lever de mes épaules. C'était terminé. J'avais gagné. En sortant du bureau, j'ai regardé Pierre une dernière fois. L'homme que j'avais aimé, l'homme que je croyais connaître, n'existait plus. À sa place se tenait un étranger, un homme brisé par sa propre cupidité. « Au revoir, Pierre », ai-je dit simplement avant de tourner les talons et de partir vers ma nouvelle vie. Cette expérience m'avait changé à jamais. J'avais découvert en moi une force et une détermination que je ne soupçonnais pas. J'avais affronté la trahison et en étais sortie plus forte. Maintenant, je savais que j'étais capable de surmonter n'importe quel obstacle. Alors que je rentrais chez moi, dans mon appartement qui était resté mien, je me sentais à la fois épuisée et exaltée. Le cauchemar était terminé, mais une nouvelle aventure commençait. Une aventure où je serais maîtresse de mon destin, forte de la leçon que la vie venait de m'enseigner. Le jour fatidique était enfin arrivé. Après des semaines de préparation minutieuse, j'étais prête à confronter Pierre et Marguerite une bonne fois pour toutes. Mon cœur battait la chamade alors que je me dirigeais vers les bureaux de Maître Dubois, où la réunion devait avoir lieu. J'avais prétexté un rendez-vous chez le notaire pour la signature des papiers de transfert de l'appartement, et Pierre et Marguerite m'accompagnaient, un air de triomphe mal dissimulé sur leur visage. Ils pensaient que leur victoire était assurée, ignorant complètement ce qui les attendait. En arrivant devant l'imposition de bureau, j'ai pris une profonde inspiration pour calmer mes nerfs. « C'est ici », ai-je dit d'une voix que j'espérais ferme. Pierre a froncé les sourcils en reconnaissant l'adresse. « Mais ce n'est pas l'étude du notaire. »« Non, en effet », ai-je répondu en les guidant vers l'entrée. « Nous avons un autre type de rendez-vous aujourd'hui. » L'inquiétude a commencé à se peindre sur leur visage alors que nous montions dans l'ascenseur. Marguerite a tenté de garder son sang-froid, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de conférence, Maître Dubois nous attendait, accompagné de 2 autres avocats et d'un homme que je reconnus comme étant l'inspecteur de police avec qui j'avais été en contact ces dernières semaines. « Qu'est-ce que cela signifie ?» a demandé Pierre, sa voix trahissant sa nervosité. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Cela signifie, Pierre, que votre petit jeu est terminé. » Je sais tout. Le visage de Pierre est devenu livide, tandis que Marguerite s'est effondrée sur une chaise, visiblement choquée. Maître Dubois a pris la parole. « Monsieur et Madame le maire, nous vous avons convoqué aujourd'hui pour discuter d'une affaire extrêmement grave. Nous avons en notre possession des preuves irréfutables de votre complot visant à dépouiller Madame Sophie Lemaire de ses biens, ainsi que des preuves d'activités illégales menées par Monsieur Pierre Lemaire. » Elle a alors commencé à présenter méthodiquement les preuves que nous avions rassemblées. Les emails échangés entre Pierre et Marguerite détaillant leur plan machiavélique ont été projetés sur un grand écran. Les documents frauduleux qu'ils voulaient me faire signer ont été distribués. Les relevés bancaires montrant les transferts vers le compte offshore ont été analysés en détail. À chaque nouvelle révélation, je voyais Pierre et Marguerite s'enfoncer un peu plus dans leur siège. Leur assurance initiale s'était complètement évaporée, remplacée par une peur palpable. Ce sont des mensonges, a finalement balbutié Pierre, dans une tentative désespérée de se défendre. Vous n'avez pas le droit d'accéder à ces informations. Maître Dubois a souri froidement. Au contraire, monsieur le maire. Tout a été obtenu de manière parfaitement légale. Et je peux vous assurer que les autorités sont très intéressées par ces informations. C'est à ce moment-là que l'inspecteur de police est intervenu. Monsieur le maire, nous enquêtons depuis plusieurs mois sur un vaste réseau de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.
Les informations fournies par votre épouse ont été d'une aide précieuse pour notre enquête. Le visage de Pierre est devenu blême. Il a jeté un regard paniqué à sa mère, qui semblait sur le point de s'évanouir. J'ai alors pris la parole, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru possible. Pierre, Marguerite, je vous laisse une dernière chance. Abandonnez immédiatement toute prétention sur mon appartement et mes biens, coopérez pleinement avec les autorités, et peut-être pourrez-vous bénéficier d'une certaine clémence. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pierre et Marguerite se regardaient, complètement perdus. C'est finalement Marguerite qui a craqué la première. « Très bien », a-t-elle crié, des larmes de rage coulant sur ses joues. « Gardez votre maudit appartement. Nous n'en voulons plus. » Pierre, réalisant que tout était perdu, a baissé la tête en signe de défaite. « Que voulez-vous que nous fassions » a-t-il murmuré d'une voix brisée. Maître Dubois a alors sorti un nouveau document. « Voici un accord qui stipule que vous renoncez à toute prétention sur les biens de Madame Sophie Lemaire. De plus, vous acceptez de coopérer pleinement avec les autorités dans leur enquête sur vos activités illégales. Si vous signez cet accord et respectez ces termes, cela pourrait jouer en votre faveur lors du procès. » Pierre et Marguerite ont signé le document sans même prendre la peine de le lire, trop pressés d'en finir avec cette humiliation. Une fois les signatures apposées, j'ai senti un énorme poids se lever de mes épaules. C'était terminé. J'avais non seulement sauvé mon appartement, mais j'avais aussi démasqué leurs complots et leurs activités illégales. L'inspecteur de police s'est alors approché de Pierre. « Monsieur le maire, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et tentative d'extorsion. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. » Alors que Pierre était menotté et emmené, Marguerite s'est effondrée en sanglots. Je l'ai regardée, ne ressentant qu'un mélange de pitié et de dégoût. « Comment avez-vous pu, Marguerite ? Comment avez-vous pu comploter ainsi contre votre propre belle-fille ?» Entre deux sanglots, elle a levé les yeux vers moi. « Vous ne comprenez pas. Nous avions des dettes. Nous pensions que c'était notre seule solution. » J'ai secoué la tête, incrédule. « Il y a toujours d'autres solutions que de trahir sa famille, Marguerite. J'espère que vous aurez le temps de réfléchir à vos actions. » Alors que Marguerite était elle aussi emmenée pour être interrogée, je me suis retrouvée seule dans la salle de conférence avec Maître Dubois. L'adrénaline commençait à retomber, et je me suis soudain sentie épuisée. « Vous avez été remarquable, Sophie », m'a dit Maître Dubois en posant une main réconfortante sur mon épaule. Peu de gens auraient eu le courage et la détermination de mener une telle bataille. J'ai hoché la tête, encore sous le choc des événements. Je n'arrive pas à croire que ce soit enfin terminé. Que va-t-il se passer maintenant ? Pierre fera face à des accusations très graves. Le procès prendra probablement plusieurs mois. Quant à Marguerite, elle sera probablement inculpée de complicité. Votre témoignage sera crucial pour l'accusation. J'ai acquiescé, réalisant que même si la confrontation était terminée, un long chemin m'attendait encore. Et pour l'appartement ? Maître Dubois m'a souri. Il est entièrement à vous, sans aucune contestation possible. De plus, vous aurez droit à des dommages et intérêts substantiels pour le préjudice moral subi. En sortant du bureau, j'ai pris une profonde inspiration. L'air frais m'a semblé plus doux que jamais. J'ai regardé autour de moi, voyant la ville d'un œil nouveau. J'étais libre, vraiment libre pour la première fois depuis des mois. Sur le chemin du retour vers mon appartement, réellement mien maintenant, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. La trahison de Pierre, la cupidité de Marguerite, ma propre transformation d'une femme effrayée à une combattante déterminée. En arrivant chez moi, j'ai fait le tour de l'appartement, touchant les murs, les meubles, comme pour me réapproprier l'espace. Chaque objet semblait avoir une nouvelle signification, chaque pièce respirait la victoire. Je me suis assise sur le canapé, celui-là même où Pierre m'avait lancé son ultimatum des semaines auparavant. Les larmes ont commencé à couler, des larmes de soulagement, de tristesse pour ce que j'avais perdu, mais aussi de fierté pour ce que j'avais accompli. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. C'était ma meilleure amie, Claire. « Sophie. J'ai vu les nouvelles. » « C'est vrai ? »
Pierre a été arrêté? J'ai pris une profonde inspiration. Oui, c'est vrai. C'est une longue histoire, Claire. Tu as le temps pour un café? J'arrive tout de suite, a-t-elle répondu sans hésitation. Alors que j'attendais Claire, j'ai réalisé que cette épreuve, aussi difficile qu'elle ait été, m'avait aussi apporté des cadeaux inattendus. J'avais découvert ma force intérieure, j'avais appris à me battre pour ce qui était juste, et j'avais réalisé l'importance de l'amitié et du soutien dans les moments difficiles. Le son de la sonnette m'a tiré de mes réflexions. J'ai ouvert la porte à Claire, qui m'a immédiatement prise dans ses bras. Oh, Sophie, je suis tellement désolée pour tout ce que tu as traversé. Mais je suis si fière de toi. Alors que nous nous installions pour parler, j'ai réalisé que c'était le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je serais plus forte, plus sage, et plus déterminée que jamais à vivre ma vie selon mes propres termes. La bataille était gagnée, mais le voyage ne faisait que commencer. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatiente de voir ce que l'avenir me réservait. Les semaines qui ont suivi la confrontation et l'arrestation de Pierre ont été un tourbillon d'émotions et d'activités. Je me suis retrouvée plongée dans un monde que je n'aurais jamais imaginé, celui des procédures judiciaires, des dépositions et des audiences préliminaires. Le matin qui a suivi l'arrestation de Pierre, je me suis réveillée avec un sentiment étrange. Pour la première fois depuis des mois, j'étais seule dans mon appartement, vraiment seule. Pas de Pierre qui complotait dans mon dos, pas de Marguerite qui rôdait comme un vautour. Juste moi et le silence. J'ai pris mon café sur le balcon, regardant la ville s'éveiller. Le soleil se levait sur Paris, dorant les toits d'ardoise, et j'ai eu l'impression de voir la ville pour la première fois. C'était comme si un voile s'était levé, me permettant de voir la beauté qui m'entourait. Mon téléphone a sonné, me tirant de ma rêverie. C'était Maître Dubois. « Bonjour Sophie » a-t-elle dit d'une voix douce mais déterminée. « J'espère que vous avez pu vous reposer un peu. Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Elle avait raison. Les jours suivants ont été consacrés à des réunions interminables avec les avocats et les enquêteurs. J'ai dû revivre chaque moment de ces derniers mois, chaque conversation, chaque émail découvert. C'était épuisant émotionnellement, mais je savais que c'était nécessaire. Une semaine après l'arrestation de Pierre, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la mère de Pierre, ma belle-mère. « Sophie » a-t-elle dit d'une voix tremblante, je suis désolée. Je ne savais pas jusqu'où Pierre était allé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler la colère qui montait en moi. Marguerite, vous étiez complice. Vous saviez qu'il essayait de me voler mon appartement. Je sais, a-t-elle sangloté. J'étais aveuglée par la cupidité. Je pensais que c'était notre chance d'avoir une vie meilleure. Je n'avais pas réalisé que Pierre était impliqué dans des activités illégales. J'ai écouté ses excuses en silence, ne sachant pas quoi ressentir. D'un côté, j'étais encore furieuse contre elle pour son rôle dans toute cette affaire. De l'autre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de pitié pour cette femme qui avait tout perdu à cause de sa cupidité. Marguerite, ai-je finalement dit, je ne peux pas vous pardonner, pas maintenant. Mais je vous remercie pour vos excuses. J'espère que vous pourrez tirer des leçons de cette expérience. Après avoir raccroché, je me suis sentie étrangement légère. Je réalisais que je n'avais pas besoin de porter le poids de leur culpabilité. Leurs actions étaient les leurs, et ils devraient en assumer les conséquences. Les semaines se sont transformées en mois. Le procès de Pierre a commencé, attirant l'attention des médias. J'ai dû témoigner, racontant notre histoire devant un tribunal bondé. C'était une expérience surréaliste de voir mon ex-mari, l'homme que j'avais aimé, assis sur le banc des accusés, l'air abattu et vieilli. Pendant son témoignage, Pierre a finalement avoué l'étendue de ses activités illégales. Il avait été impliqué dans un vaste réseau de blanchiment d'argent depuis des années, bien avant notre mariage. L'appartement qu'il convoitait en devait servir de garantie pour un prêt important destiné à couvrir ses dettes croissantes. En écoutant ses aveux, j'ai réalisé à quel point j'avais été aveugle. Les signes étaient là, les appels mystérieux, les voyages d'affaires fréquents, les sommes d'argent inexpliquées. Mais l'amour m'avait rendu aveugle. Le verdict est tombé après plusieurs semaines de procès,
Pierre a été reconnu coupable de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et de tentative d'extorsion. Il a été condamné à 8 ans de prison et à une amende substantielle. Marguerite, quant à elle, a été condamnée à 2 ans avec sursis pour complicité. Lorsque le juge a prononcé la sentence, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Soulagement que justice soit faite, tristesse pour l'homme que j'avais aimé, mais surtout, un sentiment écrasant de clôture. Ce chapitre de ma vie était enfin terminé. En sortant du tribunal pour la dernière fois, j'ai été assailli par les journalistes. Les flashs des appareils photo m'ont aveuglé, les questions ont fusé de toutes parts. Maître Dubois m'a guidé à travers la foule, me protégeant du chaos. Pas de commentaires pour le moment, a-t-elle répété inlassablement. Ma cliente demande le respect de sa vie privée en ces moments difficiles. Une fois à l'abri dans sa voiture, j'ai laissé échapper un long soupir. C'est enfin terminé, ai-je murmuré. Maître Dubois m'a souri avec bienveillance. Oui, Sophie. Vous avez été incroyablement courageuse tout au long de cette épreuve. Maintenant, il est temps pour vous de penser à l'avenir. L'avenir. Ce mot résonnait étrangement à mes oreilles. Pendant si longtemps, j'avais été focalisée sur la survie, sur la lutte. Maintenant que tout était terminé, je me retrouvais face à un horizon vierge, plein de possibilités. Les jours qui ont suivi la fin du procès ont été consacrés à la reconstruction. J'ai commencé par renouveler complètement mon appartement, effaçant toute trace de la présence de Pierre. Chaque meuble déplacé, chaque mur repeint était comme un acte de purification, me permettant de reprendre possession de mon espace. J'ai aussi décidé de reprendre mes études, quelque chose que j'avais abandonné quand je m'étais mariée. Je me suis inscrite à des cours de droit, inspirée par l'expérience que je venais de vivre. Peut-être qu'un jour, je pourrais aider d'autres femmes dans des situations similaires. Un soir, alors que je travaillais sur un devoir, j'ai reçu un appel de Claire. « Sophie, tu as vu les nouvelles ?» a-t-elle demandé, excitée. J'ai allumé la télévision pour découvrir que l'arrestation de Pierre avait déclenché une enquête plus large. Son réseau de blanchiment d'argent s'étendait bien au-delà de ce que nous avions imaginé, impliquant des hommes d'affaires de haut rang et même des politiciens. En regardant les images des autres arrestations, j'ai réalisé l'ampleur de ce que j'avais accompli. En me battant pour mon appartement, j'avais involontairement contribué à démanteler un réseau criminel majeur. Cette réalisation m'a donné un nouveau sens du but. J'ai décidé d'utiliser mon expérience pour aider d'autres victimes de fraude et d'abus financiers. J'ai commencé à travailler bénévolement pour une association d'aide aux victimes, partageant mon histoire et offrant mon soutien à ceux qui traversaient des épreuves similaires. 1 an après la fin du procès, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de Pierre, de la prison. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. « Chère Sophie, disait la lettre, je sais que je n'ai pas le droit de te contacter après tout ce que je t'ai fait subir. Mais je tenais à te présenter mes excuses les plus sincères. La prison m'a donné le temps de réfléchir à mes actions, et je réalise maintenant à quel point j'ai été égoïste et cruelle. Tu méritais tellement mieux. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner, même si je sais que je ne le mérite pas. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Pierre. » J'ai lu et relu la lettre, ne sachant pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait la déchirer et oublier, mais une autre partie reconnaissait l'importance de ce geste. J'ai finalement décidé de la garder, non pas comme un souvenir nostalgique, mais comme un rappel du chemin parcouru. Ce soir-là, je suis sortie sur mon balcon, regardant la ville scintiller dans la nuit. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé depuis ce jour fatidique où Pierre m'avait lancé son ultimatum. J'avais perdu un mari, mais j'avais gagné tellement plus, ma liberté, ma force, et une nouvelle perspective sur la vie. Je me suis rendu compte que l'appartement, qui avait été au cœur de toute cette histoire, n'était finalement qu'un symbole. Le vrai trésor que j'avais sauvé, c'était moi-même. J'avais découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas, une résilience qui m'avait permis de surmonter la trahison et l'adversité. Alors que je sirotais mon verre de vin, regardant les lumières de la tour Eiffel au loin, j'ai souri. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, cette incertitude m'excitait plutôt que de m'effrayer. J'étais prête à écrire le prochain chapitre de ma vie, sur mes propres termes.
Cette expérience m'avait appris que la vie pouvait être imprévisible et parfois cruelle, mais aussi qu'avec de la détermination et du courage, on pouvait surmonter les pires épreuves. J'avais perdu un mari, mais j'avais gagné une nouvelle vie, une nouvelle Sophie. Et cette nouvelle Sophie était prête à affronter tout ce que la vie pourrait lui réserver, avec confiance et détermination. L'appartement n'était plus juste un lieu de vie, c'était devenu le symbole de ma renaissance, de ma victoire sur l'adversité. Chaque matin, en me réveillant dans ces murs qui étaient vraiment les miens, je me rappelais que j'étais capable de tout surmonter. L'avenir était grand ouvert, et j'étais impatiente de découvrir ce qu'il me réservait.